pour cette super blague. Bon, comme j'expliquais, on va pas refaire la blague des buzzwords. L'idée, c'était un peu de regarder comment fonctionne Kubernetes. Il y a plein de choses intéressantes dans Kubernetes, ce nouvel orchestrateur qui a 3-4 ans maintenant. Il y a une fonction intéressante dans Kubernetes, c'est quand même tout ce qui est automation. Et dans la partie automation, il y a un produit qui s'appelle Horizontal Pod Autoscaler, qui permet en gros de scaler horizontalement, donc de faire du scale-out sur vos pods applicatifs. Par pod applicatif, moi je vais traduire ça par service ou microservice, parce que ça rajoute un buzzword dans la liste. Et l'idée, comment ça marche? Vous allez avoir des nodes Kubernetes Worker qui exécutent vos applications, qui exécutent votre microservice. Ces nodes-là sont supervisés par un process qui va s'appeler Hipster, qui tourne en général sur les mêmes machines. Hipster, en fait, va mettre à disposition des données qui seront consommées par le pod autoscaler de Kubernetes. Et en fonction de ces données, le pod autoscaler de Kubernetes va choisir de faire du scale-in, scale-out. Alors, comment ça se traduit scale-in, scale-out? J'augmente la variable réplica dans le deployment, puis le deployment va lui-même mettre à jour l'applica set, et puis après vous avez le pod scheduler qui lui va faire son boulot au niveau du node master de Kubernetes pour savoir sur quel worker il va démarrer les différents pods à scaler. L'intérêt de ça, c'est que vous allez augmenter le nombre de pods quand la charge augmente, et évidemment vous allez économiser de la ressource quand la charge diminue. C'est intéressant. Un des gros avantages de cette solution, c'est qu'elle est disponible dans Kubernetes out of the box. Il n'y a quasiment pas grand-chose à faire. C'est un petit fichier YAML à configurer dans un coin, et après on laisse la magie Kubernetes opérer. Un des gros problèmes, moi je fais du web depuis 20 ans maintenant, c'est que superviser la CPU et la RAM des machines, c'est pas suffisant pour un serveur web. On peut avoir des applications web qui sont lentes à 10% de CPU, puis on peut en avoir qui travaillent très bien à 80% de CPU. L'idée, c'est d'utiliser HAProxy. Pourquoi HAProxy? Parce que c'est bien. Non, parce que HAProxy, en fait, peut être utilisé comme un ingress controller. Donc, dans Kubernetes, vous savez, vous avez différents types de load balancer. L'external load balancer, le kube proxy, là, qui fait du niveau 4, bête et méchant, et l'ingress controller, et vous choisissez vous-même ce que vous voulez comme ingress controller. L'ingress par défaut fourni par la communauté Kubernetes est basé sur Nginx. Il existe des alternatives avec Trafic, Envoy, HAProxy, etc. L'intérêt d'HAProxy et de la manière dont on va pouvoir le plugger avec Kubernetes, c'est de récupérer toutes les métriques que HAProxy est capable d'exposer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup HAProxy a des dizaines et des dizaines de métriques. Hop, je vais vous faire un petit truc. C'est où? C'est là. Donc j'ai un Kubernetes qui tourne, et j'ai un HAProxy qui tourne, et on va retrouver des jolis tableaux qui datent Web 1.0. Mais mine de rien, c'est une mine d'or d'informations de ce qui se passe exactement actuellement sur ma machine. Donc j'ai un service qui est en train de tourner, j'ai un injecteur qui est en train d'injecter, on verra à la fin si la démo a bien marché. Mais pendant que tout est en train de se passer, HAProxy reporte des métriques pour chacune des requêtes qui passent, chacune des connexions qui passent, chacune des erreurs qui arrivent en fait sur votre infra. L'idée, c'est quoi? C'est que cette mine d'or, on veut l'exposer au pod autoscaler. Le problème, c'est que le pod autoscaler, il ne sait pas parler à HAProxy, et HAProxy, il ne sait pas lui exporter des infos. Donc, on va utiliser un wrapper qu'on va appeler Prometheus. Donc, Prometheus, je pense que c'est un truc que tout le monde connaît, qui est disponible un petit peu partout. Et en fait, Prometheus va permettre de résoudre ce problème-là. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec Prometheus, je vais superviser HAProxy et je vais pouvoir exporter toutes ces métriques, et encore une fois, non exhaustive list. On est capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Je vais présenter aujourd'hui juste un temps de réponse moyen sur un back-end qui va me permettre de dire, tiens, si le temps de réponse moyen est supérieur à 50 millisecondes, je scale out. S'il est inférieur à 50 millisecondes, je scale in. Mais on pourrait prendre le nombre de connexions moyen, le taux d'erreur, tout ce qu'on veut. Le petit schéma d'avant mis à jour. Donc maintenant, comment ça va marcher? On va retrouver notre master node avec l'API. On va retrouver notre ingress controller, donc basé sur HAProxy. Le trafic des utilisateurs va passer évidemment par l'ingress controller. Ça peut être aussi de trafic service to service. C'est-à-dire vous rentrez dans le service front-end qui a besoin de se reconnecter au service /catalogue, /je sais pas quoi. Tout ça repassera par HAProxy évidemment.
Dans l'Ingress Controller, j'ai configuré un exporteur Prometheus basé en Lua. Donc Prometheus va être configuré par ce qu'on appelle le Prometheus Operator. Prometheus Operator en fait va superviser l'API Kubernetes et en fonction des configurations que vous allez pousser dans l'API de Kubernetes, automatiquement le Prometheus Operator va démarrer un pod collector qui va dire tiens, tu vas superviser les données exportées de tel pod et le Prometheus Adapter lui va prendre les données exportées, enfin récupérées par le collector pour les exporter dans le custom API. Tout le monde a suivi? Ouais. Donc, une fois qu'on a ça, on a réglé la moitié du problème. L'autre moitié, c'est juste de configurer le pod autoscaler. Plutôt que de lui dire « utilise la CPU, la RAM », c'est de lui dire « tu vas dans custom.kubernetes.api / je sais plus quoi » et à cet endroit-là, tu vas trouver une valeur. Et puis, si ma valeur est supérieure à un threshold, tu scale out. Si elle est inférieure, tu scale in. Comme tout à l'heure, donc cette partie-là, en fait, ne change plus. Le horizontal pod autoscaler va lui mettre à jour le deployment qui correspond à mon application, qui lui-même va mettre à jour le nombre de réplicas, puis après ça passe par le cube scheduler qui lui va choisir à quel endroit, sur quel nœud on va vouloir scheduler le trafic. Donc ça c'est la même chose avec démo, comme ça si jamais vous voulez les slides après vous aurez quand même le speech écrit. Donc tout ce qui est Prometheus, je l'ai récupéré en fait, il y a je connais plus le nom du gars mais qui a fait un article de blog et tout ça qui explique très bien comment ça marche. Vous avez les liens à la fin de la presse pour pouvoir refaire la même chose chez vous. Mais l'idée c'est quoi? Il y a vraiment l'opérateur en fait. Le rôle de l'opérateur c'est de superviser votre API de Kubernetes. Et quand vous allez vouloir monitorer un service, donc là j'ai pris l'exemple d'HAProxy, mais vous pouvez monitorer n'importe quel autre service. L'avantage c'est que l'opérateur va configurer les adapteurs et les collecteurs. C'est-à-dire que même si je scale out mon service HAProxy, automatiquement, le Prometheus va se faire configurer lui-même et va en fait suivre le scale-out d'HAProxy. Donc ça, vous n'avez plus besoin de reconfigurer Prometheus en permanence. L'avantage de cette solution, c'est que pour le coup, on va avoir une vraie vision applicative et une vraie vision, enfin un vrai retour des métriques qui correspondent en fait à un retour d'expérience client. C'est-à-dire que HAProxy va vous dire si le temps de réponse augmente, potentiellement le temps de réponse côté utilisateur augmente, donc l'utilisateur est moins content, donc il faut faire du scale-out. C'est un peu plus précis que la CPU et RAM. Comme je disais tout à l'heure, moi ça fait 20 ans que je bosse dans le web et j'ai déjà vu des serveurs d'applications répondre très lentement avec quelques pourcentages de CPU et d'autres marchaient très bien à 80%. On peut utiliser d'autres métriques. Le taux d'erreur, ça peut être aussi une métrique intéressante, des choses comme ça. Les inconvénients, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Moi, j'ai assez galéré avec le airbag, parce que évidemment, j'ai un cluster sur mon laptop, il n'y a pas besoin de sécu, donc je n'avais pas d'airbag. Et dès qu'on l'active, il n'y a plus rien qui marche, donc il faut tout régler les problèmes. Quelques softwares présentés dans ces slides sont en version bêta. Donc, bon, c'est pas trop pour jouer sur la prod, mais en même temps, c'est que du monitoring. C'est pas très grave si ça plante. Au pire, ça ne scale pas. Il faudra avoir une solution de backup pour scaler. Au pire, ça revient au mode de fonctionnement d'aujourd'hui, en fait. Et aussi, il faut adapter les métriques à votre application et à votre architecture. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pris le temps de réponse applicatif. Peut-être que le temps de réponse applicatif ne veut rien dire chez vous et que c'est plutôt, on sait que le serveur, quand il traite 30 traitements en parallèle, il explose. Donc, on va mettre un seuil à maximum 20 dans la supervision d'HAProxy. Comme ça, quand on arrive à 20, on a automatiquement un scale-out, ce qui va réduire le nombre de traitements en parallèle, etc. Et donc de répondre plus rapidement. Ça peut être le taux d'erreur, ça peut être tout ce que vous voulez. Ah, super, un peu de conf. J'adore le YAML. Donc ça, c'est un peu comment je démarre mon Ingress Controller HAProxy. En gros, ce que je lui rajoute, c'est mon exporteur Prometheus, rapidement ici. Et ça, c'est la configuration du service qui va être consommé par le Prometheus Adapter. Prometheus Operator, pardon. Donc le Prometheus Operator va consommer cette partie du YAML et va générer les Prometheus Operator et les Prometheus Collector qui correspondent en lui disant d'aller récupérer les informations sur ce service sur le port qui s'appelle Prometheus, donc le port 1937 dans mon cas. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un script en Lua qui écoute sur le port 1937 dans HAProxy et qui, en gros, fait un wrapper entre la socket, les stats internes disponibles dans HAProxy et la manière dont Prometheus les consomme. Et là, on a donc maintenant notre pod autoscaler. Donc avant, on avait une espèce de métrique CPU RAM. Maintenant, on a une nouvelle métrique qui va s'appeler HAProxy, le nom du back-end.
Et puis après, c'est quoi response time, default. Et donc, default rate backend, c'est le nom de mon backend, ça. Et donc, en fait, cette métrique qui est un peu barbare, je ne choisis pas le nom, malheureusement. C'est juste pour dire qu'on veut superviser le temps de réponse du backend qui s'appelle RED dans la conf HAProxy. Et donc là, la valeur que j'ai mis, 50M, c'est pour dire 50 millisecondes. Hop. Donc j'ai fait un slide avec les graphes au cas où la démo ne marche pas, comme ça, hop. Qu'est-ce qu'on observe? On a un injecteur qui injecte du trafic. On a donc le trafic, tout se passe bien. D'un coup, boum, on a un pic de trafic, le temps de réponse explose. Et là, on va retrouver le nombre de serveurs qui est configuré. Donc j'ai une latence à peu près de 30 secondes parce que j'ai configuré Prometheus pour poller mes stats toutes les 30 secondes. Mais on pourrait s'amuser à poller les stats un peu plus souvent, en fait. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le temps de réponse augmente, automatiquement le nombre de pods augmente, et hop, on redescend sous le threshold, et hop, automatiquement, une fois qu'on est sous le threshold, on redescend, on remonte, on redescend. Donc évidemment, il faut prendre des bonnes valeurs qui vous évitent de faire du yo-yo en permanence. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un peu ça aussi avec le pod autoscaler, parce qu'on peut mesurer plusieurs métriques, etc. Je ne me suis pas amusé à gratter plus loin que ça, cette partie-là. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Donc depuis qu'on parle, juste pour vous montrer que c'est pas que du marketing. Donc j'ai un cluster Kubernetes avec mon fameux service RED, enfin default RED, blablabla. On voit qu'on a pas mal d'utilisation CPU, il n'y a pas grand-chose quand même, hein, ça va pas très très loin. On va retrouver la configuration de notre ingress controller qui dit juste pour un nom de domaine qui s'appelle www.kubichi.local, donc ça c'est un truc qui tourne sur ma machine, pardon, il est là. Hop. Si ça termine par /red au niveau de l'URL, je vais aller sur le service red, blue sur le service blue. Évidemment, l'application red, elle est rouge. Bon, c'est juste un Node.js qui affiche du rouge ou du bleu ou la couleur que vous avez demandé en fonction de ce que vous avez demandé. Et donc ça c'est la page de stats d'HAProxy que j'avais tout à l'heure. Si je fais un petit refresh, là, je me rends compte que j'ai 4 serveurs de configurés, donc certainement que j'ai un peu de trafic. Et donc, depuis qu'on parle tout à l'heure, on retrouve des gros pics de trafic. Bon, j'ai peut-être été un peu bourrin, là, pour le coup. Mais on retrouve des gros pics de trafic, on retrouve du scale. Alors là, moi, j'ai limité à 10, mais je pourrais très bien dire à mon pod autoscaler, tu montes jusqu'à 100 si tu veux. Bon, c'est 3 petites VM qui tournent dans mon laptop, donc j'ai pas envie de tuer mon laptop. Mais on voit très bien les effets de seuil, enfin les effets de j'ai plus de trafic. Et donc, je suis obligé d'augmenter le nombre de serveurs pour répondre à la demande. Là, vous voyez le nombre de sessions par seconde par serveur. Donc, évidemment, ça monte, ça descend aussi en fonction du nombre de serveurs. Et si on descend un petit peu, on va retrouver aussi des erreurs. Alors, ce n'est pas des erreurs. C'est HAProxy qui vous dit « Ah, tiens !» Donc, c'est en général, ça arrive quand on fait du scaling. C'est-à-dire que quand on fait du scaling, Kubernetes kill des pods. HAProxy, des fois, entre le moment où le pod est killé, le health check est passé, il est possible qu'HAProxy essaye de se connecter sur le serveur. HAProxy va essayer une fois, 2 fois, puis la 3e fois, il va essayer de rediriger à l'extérieur. Donc ça, en fait, c'est le nombre d'erreurs, c'est les redispatchs. C'est quoi? C'est j'ai essayé de me connecter, donc là, visiblement, 4 fois par seconde à un serveur, enfin plusieurs serveurs, peu importe. Et comme le serveur ne répondait pas, j'ai basculé sur un autre serveur qui était déjà disponible. Donc en fait, le fait de faire du scale-in, scale-out, ça répond à certains besoins de flexibilité de votre infrastructure, sauf que ça crée d'autres problèmes derrière, potentiellement qu'il va falloir régler. Le fait d'utiliser HAProxy permet de masquer le problème du scale-in. Le scale-out, il n'y aura pas de souci en fait. Le scale-in, en fait, comme je viens de l'expliquer, quand vos serveurs vont tomber, potentiellement le health check n'est pas encore passé, donc on ne l'a pas encore détecté. HAProxy va masquer ce problème-là vis-à-vis de l'utilisateur. Souvent, je présente quand on fait du Kubernetes, où on a un environnement, même hors Kubernetes, qui est très dynamique. HAProxy permet de masquer toute la partie dynamique aux utilisateurs parce que lui sert de reverse proxy et donc en fait les clients se connectent à HAProxy et c'est le rôle d'HAProxy d'aller chercher quel est le serveur disponible pour répondre à la requête. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Donc je vous ai mis quelques liens. Le fameux HAProxy Ingress Controller. Alors beaucoup de monde me demande ou nous demande en général, ouais, il n'y a pas d'ingress controller officiellement supporté pour Kubernetes. Celui qui est là, c'est celui que je vous ai présenté dans la démo. C'est aussi celui que nous, en tant qu'enterprise, on utilise. On a contribué énormément de code en fait, à ce contrôleur-là. Tous les changements qui ont été appliqués pendant la démo, tous les scale-in, scale-out, ont été faits sans reloader HAProxy. Tout ça peut être fait à chaud aujourd'hui dans HAProxy. Le petit exporteur en Lua, bon, ça c'est moi qui l'ai fait.
Et après, en fait, vous allez retrouver les parties adapteurs et après les articles de blog et tout ça qui expliquent comment utiliser toute la partie adapteur et tout ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un gars de la communauté Kubernetes qui a fait tout ça. Donc, il faut lui rendre ce qui lui appartient, DirectXman 12. Mais voilà un petit peu ce que vous allez avoir besoin pour le faire chez vous. Et après, ça peut s'appliquer à n'importe quel soft qui est capable d'exporter des stats. Voilà. Et donc, si vous avez questions, alors il y a le droit qu'il y ait une question. Hein. Non, je rigole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à applaudir Baptiste. Merci Baptiste. Et pour le coup, on a 5 minutes pour les questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'était clair. Bonjour. Très rapidement, quelles sont les parties qui sont bêta? Quels sont les petits logiciels dans la liste magique Alors, ce qui est bêta, c'est tout ce qui est Prometheus, adapteur, collector et opérateur en fait. Ça, c'est encore en bêta. Ça commence à se stabiliser. Moi, je suis un peu le repo, mais c'est cette partie-là qui est bêta en fait. Ceci dit, ça tourne sur mon laptop depuis 3 mois maintenant. Il n'y a plus qu'à passer mon laptop en prod, comme on dit souvent. Non, mais voilà, il y a bêta et bêta, quoi. C'est bêta, mais ça reste à peu près ça. Mais comme je disais tout à l'heure, au pire, ça ne scale pas. Mais ça ne bloque pas, c'est pas un incident de prod, en fait. Bonjour, j'ai une question concernant le scale-in. J'ai pas compris, normalement, il n'y a pas une étape de draining qui peut être gérée par HAProxy? C'est une bonne question. Hop, il est là. Je vais revenir sur la page de stats. Tac. Tac. Ouais, alors je ne sais pas exactement pourquoi c'est pas détecté. En fait, HAProxy fait ses checks. Il y a 2 choses. Il y a HAProxy qui fait le check et il y a aussi l'ingress controller qui supervise ce qui se passe dans le endpoint. Et je ne sais pas si j'ai un raise condition entre les deux pour les coups. Ça faudra qu'on regarde à l'occasion. Mais en effet, normalement, il y a une période de 30 secondes, je crois, où le pod est censé être en mode draining ou pas. Mais là-dessus, je ne saurais pas confirmer. Mais l'idée, c'était de montrer ça quand même. J'ai fait exprès de le laisser quand même. C'est de montrer que même si potentiellement ça peut être un nœud qui est tombé, tout simplement, sans faire du scaling. Quand on fait un nœud, pour le coup, on perd des pods et donc ils sont reschedulés par le scheduler. Mais ça, ce sera masqué automatiquement par HAProxy, puisque quand le nœud tombe, en théorie, on n'a pas encore fait le check dessus, donc on ne sait pas qu'il est tombé. Mais HAProxy va essayer de se connecter dessus pour une requête légitime, va détecter qu'il n'est pas là, va basculer le trafic ailleurs automatiquement, en fait. Donc ça masque les problèmes. Il nous reste un petit peu de temps encore pour les questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Bonjour et merci pour la présentation. Là, en fait, dans les graphes que tu montres sur ton écran, on voit qu'il y a un temps de latence en fait pour la préparation des pods, etc. par rapport à l'arrivée du trafic. Pour moi, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'il y a moyen en fait d'anticiper ce genre de choses avec des seuils intermédiaires ou des choses comme ça qui permettent de pré-provisionner certaines VM ou enfin conteneurs? Alors là, tu le vois parce que j'injecte vraiment comme un bourrin pour le coup. C'est pas un scale lent, donc c'est pour ça qu'on voit vraiment ça. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui le pod autoscaler t'autorise un seul seuil. Je sais que ce que tu peux faire, c'est lui mettre plusieurs métriques. Et il peut commencer à faire du scale-out sur la première des métriques qui va déclencher le scale-out en fait. Après, si vraiment tu veux forcer... alors en plus, moi j'ai limité à 10 serveurs en fait. Donc tu vois, ça dépassera jamais 10. J'aurais peut-être pu dire je peux monter jusqu'à 100 et puis à ce moment-là, ça aurait monté puis le temps de réponse serait bien descendu pour le coup. Mais je sais que le pod autoscaler, il prend aussi pour faire son scale, il prend la différence entre le threshold actuel, enfin le trafic actuel, le threshold target et le nombre de serveurs cibles. Il y a une formule mathématique un peu magique d'ailleurs, comme dans Kubernetes beaucoup, qui permet de se dire ok, mon threshold est vraiment très loin de ma target, faut que j'augmente vite ou pas. Et c'est pour ça qu'on voit qu'au début il augmente que de 2, puis après il augmente d'une grosse marge, puis après il en rajoute un peu en fait. Après, si vraiment tu as une limite à, je sais pas, 50 millisecondes, bah, tu vas peut-être commencer à faire du scale-out à 40. Tu vas pas attendre d'être à 50 pour faire du scale-out. Et encore, il y a un autre paramètre sur lequel on peut jouer que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que moi, mon Prometheus, il vient superviser toutes les 30 secondes. Et je ne sais pas combien de temps le pod autoscaler vient aussi lui-même poler le Prometheus pour le coup.
Donc il y a peut-être moyen de réduire le Prometheus, on peut lui dire toutes les 10 secondes, et peut-être que le pod autoscaler lui dire toutes les 10 secondes aussi, et puis d'essayer de réduire aussi cette partie-là pour le coup. On a encore le temps pour une petite question. La dernière. Juste pour revenir sur le redispatch du Oui. HAProxy, je pense qu'avec le redispatch, on perd des requêtes à un moment donné. Qu'est-ce que HAProxy propose pour ne perdre aucune requête, même si le nœud y tombe sans vouloir l'éteindre avec un bon shutdown en récupérant le seek term du process, tout ça. Est-ce que HAProxy propose un système de ne jamais perdre de requêtes qui arrivent? Alors, HAProxy, tant que la requête elle est dans HAProxy, que c'est la connexion TCP qui n'est pas établie, HAProxy rejouera la requête là où il faut. D'accord. Ce qui va se passer, c'est les requêtes qui ont déjà été envoyées à un serveur et lui vient de se prendre le kill, ces requêtes-là, elles sont perdues, clairement. Il n'y a pas aujourd'hui de retry. La requête, une fois qu'elle est envoyée par HAProxy, elle n'existe plus dans HAProxy. Donc celle-là, on ne pourra pas la rejouer. Aujourd'hui, cette question-là, elle est assez orientée, ce qu'ils appellent le service mesh. Service mesh, en gros, l'idée, c'est de masquer un petit peu les erreurs qui arrivent à droite à gauche. HAProxy n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. On y travaille. Mais on n'aime pas trop cette solution parce qu'en gros, ça fait rajouter des erreurs aux erreurs en fait, et potentiellement rejouer des requêtes qui ont pas lieu d'être. Ou si c'est une requête attaquante qui fait tomber un serveur, on va la rejouer sur tous les serveurs, on va tous les faire tomber à la suite. Enfin, il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients. Nous, aujourd'hui, on se contente de la connexion TCP. Et même quand vous lisez les documentations qui vous expliquent ce qu'ils appellent le Layer 7 retry du service mesh, ils vous disent bien que si le client se prend une erreur en tant que service, 502, 503, 504, il est censé savoir lui-même rejouer la requête. Donc pour le coup, même si HAProxy dit tiens, 504, le serveur est mort 502 est mort en cours de route, automatiquement, normalement, votre client est capable de rejouer la requête et dire tant pis, renvoie-la moi. Et donc à ce moment-là, HAProxy redispatchera. Là, ce qu'on redispatche bien, c'est vraiment la connexion de TCP entre le moment où le serveur est tombé et HAProxy ne l'a pas encore détecté. Donc on masque déjà une partie des problèmes. Merci beaucoup, Baptiste. Je vous invite à réapplaudir. Merci pour ce talk.